Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 23 septembre 2022. Dans cette édition, on parle des mots du monde numérique qui viennent de faire leur entrée dans le dictionnaire Le Robert. On parle avec le patron des médias numériques de Radio-Canada qui lance un appel à la main-d'œuvre qualifiée et passionnée. Et finalement, on va parler avec Patrick Pierrat qui, après l'infolettre d'actualité InfoBref, lance aujourd'hui la balado du même nom pour informer ses lecteurs qui s'intéressent au monde des affaires. Alors également au sommaire de cette édition, mes collègues, en commençant par Thierry Weber, avec qui on revient sur la vague de piratage qui touche les services TikTok, Uber et compagnie depuis quelque temps. Stéphane Ricoul, de son côté, nous parle de la nouvelle loi québécoise, la loi 25, sur la gestion des données. Vous devriez être attentifs parce que ça touche beaucoup de monde, cette nouvelle loi, qui va être effective à partir d'aujourd'hui. Et puis, Jean-François Poulain nous parle de Persona avec son invité. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à William Morer, Christian Labrie, Jérôme André, Sarah Thibault et Nicole Sainte-Marie. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Merci pour cet accueil. Et sur ce, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Trois petites informations en rafale avant de passer aux entrevues de la semaine. D'abord, après les podcasts, Spotify se lance maintenant dans le livre audio. Dans un premier temps, ça va être en anglais et seulement aux États-Unis. Après avoir testé le marché, Spotify lance son offre avec un catalogue de 300 000 livres audio. Une fois le livre acheté, les utilisateurs de Spotify pourront le télécharger, utiliser un système de marque-page audio automatique et comme avec les podcasts, on pourra modifier la vitesse de lecture du texte. Grosse semaine de ménage d'abord chez Twitch qui a finalement décidé de bannir les sites de jeux d'argent et de hasard de sa plateforme. Une décision qui survient sous la pression de grands noms de diffuseurs de Twitch qui menaçaient de faire la grève. Les sites de jeux d'argent et de hasard seront bannis de Twitch à compter du 18 octobre. Ceci étant dit, les paris sportifs seront toujours autorisés sur Twitch. De l'autre côté de la rue, TikTok a aussi fait du ménage et a annoncé cette semaine l'interdiction aux comptes politiques de gagner de l'argent. Pour la plateforme, il s'agirait de demeurer le plus neutre possible lors des élections américaines de mi-mandat en interdisant l'appel de dons. Et la règle vaut pour tous les pays dans le monde. Je rappelle que TikTok interdisait déjà le contenu politique dans les publicités, mais en plus maintenant, l'accès aux services publicitaires de TikTok sera automatiquement supprimé pour tous les comptes qui appartiennent à un politicien ou à un parti politique. Et je termine avec cette question. Selon vous, quelle plateforme de vidéo sur demande dépense le plus, ou dirons-nous plutôt investit le plus dans sa programmation? Si vous répondez Netflix, vous êtes dans l'erreur cette année. Selon une nouvelle estimation indépendante sur le sujet, ce serait Amazon Prime Video qui aurait investi le plus dans ses dépenses de contenu jusqu'à maintenant en 2022. Selon Bloomberg Intelligence, cette année, Amazon Prime Video devrait investir jusqu'à la fin de l'année 15 milliards de dollars dans la production et la diffusion de contenu, comparativement à 13,6 milliards chez Netflix. Faut croire que la grande série Les Anneaux du pouvoir et les droits de diffusion du Thursday Night Football, des droits d'ailleurs qui sont détenus pour les 11 prochaines saisons, explique en partie la somme importante de 15 milliards de dollars. On commence les entrevues de cette semaine en parlant de mots de l'univers numérique qui entrent dans le dictionnaire. Cette année, la nouvelle édition du Petit Robert vient d'accepter de nouveaux mots de notre quotidien numérique dans ses pages. Je pense à Instagrammeur, cyberespionnage, harponnage et même brouteur, un mot que j'avais découvert il y a quelques années en travaillant en Côte d'Ivoire. Pour parler de cette nouvelle édition et de l'arrivée des nouveaux mots techno chez le Petit Robert, on joint à Paris Géraldine Moinard, qui est la directrice de la rédaction, notamment du Petit Robert. Bonjour, Madame Moinard. Bonjour. Madame Moinard, je suis toujours curieux, moi, quand on parle d'une nouvelle sélection de mots
qui arrive avec l'arrivée de la nouvelle édition du dictionnaire. Je me demande, c'est quoi le défi pour vous, année après année, de sélectionner les mots? Parce qu'il y en a plusieurs nouveaux qui arrivent, qui sont employés dans le langage de tous les jours, mais comment on arrive à discerner et à dire, bon, ben, ceux-là, on va les mettre et pas les autres? Ah oui, c'est un défi effectivement parce qu'on a plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de mots qui apparaissent chaque année et on ne les met pas tous, en tout cas dans les dictionnaires de langue générale, comme le petit Robert. Donc on va se baser sur différents critères pour essayer d'objectiver un petit peu notre sélection. On a un premier critère donc de fréquence évidemment. Pour qu'on rentre un mot dans le petit Robert, il faut qu'il soit suffisamment fréquent, qu'on le retrouve beaucoup, en tout cas dans nos corpus. On va se baser sur des corpus de presse, un petit peu de réseaux sociaux, de littérature, donc on va retrouver ce mot. Le deuxième critère, c'est le critère de diffusion. Est-ce que le mot est suffisamment diffusé de manière large? Est-ce qu'on le retrouve seulement, par exemple, dans un journal en particulier et pas du tout dans les autres? Ou est-ce qu'on le retrouve dans toute la presse? Est-ce qu'on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que le mot n'est pas un terme trop spécialisé? Est-ce que, voilà, on est dans le dictionnaire de général. Donc, il faut que le mot ne soit pas trop spécialisé, pas réservé à un petit groupe de locuteurs. Et puis, le dernier critère, c'est la pérennité, c'est-à-dire qu'un mot qui vient tout juste d'apparaître, on va généralement attendre un petit peu, alors moins qu'auparavant, mais on va attendre un petit peu pour l'observer, voir comment il se comporte, est-ce que le mot va durer. Vous regardez aussi maintenant sur les réseaux sociaux, si les mots circulent. Il y a une époque, je veux dire, pour la grande partie de la vie du dictionnaire, l'Internet n'était pas là, les réseaux sociaux encore moins, et c'était principalement les médias, les livres qui faisaient qu'un mot circulait. Évidemment, il y avait la parole de tous les jours, là, mais c'était principalement ces canaux-là. Est-ce que maintenant, ça joue un grand rôle, ces véhicules-là, que sont l'Internet et les réseaux sociaux? Alors, ça joue un rôle, pas un grand rôle. Les réseaux sociaux, on les regarde, ça nous sert aussi d'indicateur supplémentaire. Effectivement, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, c'est la parole de tout le monde. C'est une parole qui autrefois ne pouvait pas être entendue. C'est très compliqué d'avoir des corpus oraux. On ne peut pas tellement observer l'usage oral ou de manière très partielle. Il n'y a pas d'enregistrement audio à grande échelle. Donc, on observait uniquement la presse parce que c'était le corpus écrit le plus répandu et le plus simple. Les réseaux sociaux, quelque part, c'est un endroit où tout le monde s'exprime comme on se serait exprimé de manière orale à l'époque. C'est une sorte de retranscription de l'oral aussi, et chacun a droit de parole. Ce qui rend très compliqué l'étude des réseaux sociaux parce qu'il y a absolument tout. Il y a différents types de langage plutôt informel, plutôt relâché, avec beaucoup aussi de fautes, de choses qui ne sont pas du tout, on va dire, standards. Donc, c'est compliqué d'explorer les réseaux sociaux vraiment en détail. Et puis, c'est quand même une langue qui n'est pas forcément la langue, comment dire, la langue, voilà, de référence des dictionnaires. Mais on va les observer, on va quand même regarder ce qui se passe quand on relève des mots. On va toute l'année engranger des nouveaux mots, des nouveaux sens, des nouvelles expressions. On va aussi regarder si ces expressions se retrouvent dans les réseaux sociaux. Parfois, ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes qui vont faire remonter ces expressions-là. Donc, on va regarder. On ne peut pas le quantifier de manière... on le quantifie, on va pouvoir regarder la fréquence, mais on ne peut pas se baser uniquement sur les réseaux sociaux et c'est plus un indicateur qui va nous permettre d'influer sur la décision si besoin. Et quand on arrive à l'orthographe d'un mot, parce que, puis vous le dites, sur les réseaux sociaux, tout circule, les gens vont écrire souvent un mot de différentes façons. Je prends l'exemple Instagrammeur. Bon, c'est facile, mais à une époque, il y avait deux M, après il y a eu un M. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez, ça va être ça, au niveau de l'orthographe? Alors, c'est compliqué parce qu'on est à la fois un dictionnaire d'usage, donc on va se baser aussi sur l'usage, quelle est l'orthographe que l'on retrouve, et en même temps, reste quand même, c'est important la manière dont sont formés les mots, est-ce qu'ils sont correctement formés, est-ce qu'ils sont conformes à la langue, à la manière de créer des mots. Il y a des processus de création lexicale qui sont, voilà, on dérive par exemple un adjectif d'un nom, comme pour Instagrammable, par Instagrammé, Instagrammeur, et donc est-ce qu'on va quand même regarder si le processus de création est conforme, ce qui va nous donner une indication de ce qu'on va mettre dans le dictionnaire. S'il y a plusieurs hypothèses et plusieurs possibilités conformes un peu à la structure de la langue, là, on va regarder la fréquence et on va prendre ce qui est le plus fréquent. On va plutôt se baser sur la presse pour l'orthographe, quand même, sur des corpus, des textes un peu plus de référence que sur les réseaux sociaux où c'est très compliqué de démêler tout et n'importe quoi. Et puis si un mot, une orthographe est beaucoup plus fréquente qu'une autre, on va plutôt prendre celle-ci. Si les deux
sont très attestés, on va donner 2 possibilités. Il y a beaucoup de mots qui ont plusieurs orthographes possibles. Et puis peut-être que ça peut évoluer dans le temps, mais en tout cas, au moment où on regarde, on va donner l'orthographe d'usage. Et puis, dans le temps aussi, c'est intéressant de voir comment les mots arrivent chez vous dans le Robert. Par exemple, vlogueur. Vous avez, c'est arrivé l'an dernier. Et puis, cette année, on voit, je reviens encore avec le mot Instagrammeur. Est-ce qu'il y a des listes que vous faites qui sont des mots qui sont en attente? Et puis, que vous vérifiez l'usage et qui sont, s'ils tiennent la route, s'ils sont utilisés, vous dites, on va les considérer pour l'an prochain, la prochaine édition? Oui, quand on se réunit pour un petit peu regarder tous les nouveaux mots ou les nouveaux sens qu'on a repérés dans l'année, il y a des choses qu'on va mettre de côté. Effectivement, les choses, on se dit, pas du tout, mais on va jamais rien rejeter de manière définitive. On va juste attendre de voir comment ça se comporte. Donc, les choses qu'on ne choisit pas pour l'année en cours, on les met de côté et ils vont revenir les années suivantes. On va les réexaminer. En général, on les voit réapparaître. Non seulement, on regarde régulièrement ce qu'on a rejeté, mais on va aussi les voir réapparaître dans nos canaux de veille. Notamment, par exemple, on a aussi des outils automatiques qui nous aident. On va évaluer la fréquence de certains mots. On va pouvoir avoir des courbes de fréquence et voir, tiens, le mot là, il a connu une forte hausse ces dernières années, ou alors il est stable, il continue à être on pensait qu'il n'était pas très pérenne, et puis finalement, il dure dans le temps, donc on va le réexaminer en priorité. Est-ce que vos outils vous aident aussi à retirer des mots? Alors, on retire pas de mots de manière très exceptionnelle pour les grandes refontes, mais nous, on a vraiment une politique qui est de garder les mots, parce qu'on peut toujours avoir besoin de les comprendre, on peut toujours trouver les mots dans des textes, que ce soit de la littérature ou des textes, ou des journaux un peu plus anciens. À partir du moment où on rentre un mot, on considère qu'il est suffisamment pérenne pour le garder, et si le mot vieillit, s'il y a des choses comme le Minitel, par exemple, il y a des anciennes technologies, des choses qu'on n'utilise plus. Soit on va le préciser dans la définition, soit on va utiliser des petits marqueurs. On va préciser que le mot est vieilli ou qu'il est vieux, mais on va conserver les mots autant que possible. C'est encore plus vrai dans le numérique. On n'a aucune raison de retirer des mots de nos versions numériques. Et le Minitel, c'est tellement un bon exemple parce que ça marque un moment d'avant-garde au niveau de la télématique française, même mondiale. Voilà, les jeunes qui voudraient savoir ce qu'est un Minitel peuvent toujours regarder dans le dictionnaire. Alors, si on en arrive à une partie de la nouveauté de la nouvelle édition du Robert, on le mentionnait, il y a Instagrammeur. Il y a un mot que moi, j'ai découvert en Afrique, brouteur, et maintenant, on le voit arriver dans le dictionnaire. Il vient d'où? Est-ce que c'est uniquement utilisé sur le continent africain ou on commence à le voir un peu partout? Alors, on commence à le voir un peu plus ailleurs qu'en Afrique. Pour tout vous dire, c'est pas le mot le plus fréquent des nouveautés de cette année. Non, mais quand les gens se font prendre, ils s'en souviennent, par exemple. Ils s'en souviennent, et ce qui est intéressant avec ce mot, alors il y a quand même un petit critère d'intérêt aussi qui rentre en compte, c'est que ce mot, on connaît tous la chose qu'il désigne, un escroc qui piège ses victimes sur Internet. On voit beaucoup d'arnaques qui passent et on ne sait pas forcément qui est où, et on ne sait pas forcément qu'il y a un mot qui existe, en plus un mot plutôt français, qui n'est pas un anglicisme, le brouteur. Et donc c'est très intéressant d'avoir ce mot. Et l'étymologie est rigolote, puisque le brouteur, c'est par référence aux animaux brouteurs qui broutent comme le mouton. Et c'est un animal qui se nourrit sans effort, facilement. Donc c'est aussi très rigolo. Il y a un mot que j'ai vu apparaître et moi, j'étais persuadée qu'il était déjà là depuis un moment, c'est cyberespionnage. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de l'ajouter cette année? Oui, un cyberespionnage, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'on en parlait déjà aussi avant. On avait déjà beaucoup de mots en cyber. C'est un peu ce genre de mots, on hésite toujours un peu parce que c'est des mots qui se comprennent très bien. Le préfixe cyber, on le définit. On peut faire absolument tous les mots possibles avec cyber. Donc on ne définit pas tous les mots en cyber, même s'il y en a énormément. On explique déjà ce qu'est cyber et on peut, libre à chacun de former tous les mots qu'il veut à partir de cyber. Mais la cyberespionnage était tellement fréquent qu'on a décidé de lui créer son propre article. Mais évidemment, ce n'est pas un mot très nouveau. Il y a un mot qui est arrivé et je trouve ça tellement intelligent de votre part de l'avoir ajouté. On connaissait l'hameçonnage, mais là, vous définissez l'hameçonnage ciblé, le harponnage. Ça, fallait quand même le faire. Oui, alors c'est un terme un petit peu plus technique. Je pense que tout le monde ne l'utilise pas. Mais voilà, c'est intéressant et
c'est vraiment des procédés qui sont tellement courants qu'on a aussi besoin de connaître le mot qui s'y réfère. Il y a deux autres mots qui ont attiré mon attention. Les NFT. Finalement, la NFT a filé direct dans le dictionnaire cette année où vous avez décidé de ne pas y trouver d'adaptation. Je suis preneuse si vous avez une adaptation. Vous parlez d'une adaptation d'un mot français pour NFT? Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, le mot qui est utilisé, c'est NFT. Vous ne trouverez pas d'équivalent, sauf si vous en connaissez un qu'on aurait raté. Mais c'est un mot absolument incontournable. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récent. C'est l'apparition d'NFT, c'est 2018. Mais on ne pouvait pas faire l'impasse sur NFT aujourd'hui. Surtout avec l'argent et les histoires qui vont découler dans les années à venir. Vous avez raison. Dernier mot sur lequel je voudrais vous entendre, et ça, c'est encore surprenant de voir que ça arrive, mais j'imagine que c'est l'effet de la pandémie, le visionnage, où on parle de binging, et puis le problème, c'est qu'on n'avait jamais de mot correct pour définir en français ce qu'était le binging. Alors, le visionnage qui arrive. Le visionnage boulimique, oui. Alors, on avait déjà le mot visionnage on a un article pour visionnage. Simplement, on a rajouté ce terme visionnage boulimique et on va dire un équivalent francophone qui a été forgé pour désigner le binge-watching. Alors, on connaît beaucoup plus, binge-watching est beaucoup plus courant. Visionnage boulimique, c'était aussi une manière qu'on puisse montrer, que les gens puissent rentrer par le terme binge-watching qu'ils peuvent trouver dans les éditions numériques, puisqu'on l'identifie. Si on tape binge-watching dans le Petit Robert, on va pouvoir tomber sur l'article visionnage boulimique, visionnage dans lequel on aura visionnage boulimique, et trouver un équivalent français à ce mot. Il me semblait intéressant de donner cet équivalent, bien que binge-watching soit malheureusement beaucoup plus répandu. En tout cas, c'est vrai en France. Même ici au Québec. Madame Moinard, dernière information, ces nouveaux mots qui arrivent et dont on parle, là, le prétexte, c'est la sortie de la nouvelle édition ici au Québec du Robert 2023. L'édition arrive en papier, mais est-ce qu'ils sont déjà intégrés dans la version électronique du Robert qu'on peut utiliser en ligne? Ah oui. En fait, il y a on a plusieurs dictionnaires. Donc, le Petit Robert a aussi une version numérique sur abonnement. Et donc, quand la version papier sort, les mots sont dans le numérique en même temps. Et on a également un site gratuit, un peu moins complet, qui s'appelle Dico en ligne et sur lequel on peut retrouver tous ces mots-là aussi. Les articles sont simplement un petit peu plus courts, les données sont un petit peu différentes, il y a de la publicité aussi. C'est pas tout à fait les mêmes contenus, mais vous pouvez aussi retrouver ces articles en parallèle sur le site gratuit. Et donc, tous ces articles, évidemment, quand le papier sort, sont déjà présents dans le numérique. Et certains étaient même dans le numérique un peu avant. NFT, on l'a mis en version numérique il y a quelques temps déjà. Alors, de là, l'importance de consulter vos outils en ligne également. Géraldine Moinard, directrice de la rédaction au niveau des dictionnaires chez Robert. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis merci pour votre travail de colliger comme ça et de nous amener ces mots et de les insérer dans le dictionnaire pour qu'on puisse les utiliser tranquille. Merci à vous. Le 29 septembre prochain, de 17h à 18h, l'équipe des médias numériques de Radio-Canada invite la communauté numérique et les étudiants, je mets entre guillemets, à un événement virtuel gratuit pour leur présenter quelques-uns de leurs projets numériques. Une sorte de fenêtre sur ce que Radio-Canada fait dans le domaine du numérique, mais également une belle opportunité pour découvrir de nouveaux services. Pour nous parler des médias numériques de Radio-Canada et de cette activité en particulier, on va rejoindre Maxime Saint-Pierre. Il est le directeur général des médias numériques chez Radio-Canada. Maxime Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Maxime, la dernière fois qu'on s'est parlé, la première fois d'ailleurs officiellement sur mon carnet, c'était en octobre 2017 et le sujet, c'était les big data. Ça va faire 5 ans, ça, où vous en êtes rendu avec le big data à Radio-Canada? Écoute, c'est un sujet fascinant. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Au niveau de la donnée, c'est sûr qu'on a une tangente au niveau de l'utilisation des données qui a été mise en place. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense qu'il y avait officiellement 1 ou 2 employés qui travaillaient sur ces dossiers-là. Maintenant, on a une équipe complète. Ça fait partie de notre ADN aussi. Puis l'idée derrière ça, c'est que les données soient au service de l'éditorial, les données soient au service de l'expérience utilisateur. C'est vraiment, on va dans les sujets
dans les sujets qu'on va aborder pour la conférence énergie, la raison pourquoi on se rencontre aujourd'hui, on va justement faire un segment là-dessus parce que ça vient en lien aussi avec toute la personnalisation des services numériques, qui est une priorité aussi de Radio-Canada dans son ensemble. Donc, au niveau corporatif, c'est une de nos priorités. Puis on voit que, et c'est une bonne nouvelle pour Radio-Canada, puis aussi pour les Canadiens en général, le numérique a été reconnu par le gouvernement, évidemment fédéral, qui sont les bailleurs de fonds, et aussi le CRTC. Et là, on voit que les médias numériques chez Radio-Canada, ils sont sur le même statut que la télé et la radio, et même à quelque part, je trouve qu'ils sont même un petit peu préférés, et c'est pas moi qui va m'en plaindre. Mais donc, c'est ça. Alors, maintenant, vous jouez avec des coups des franches quand on parle des médias numériques à Radio-Canada. Ben je pense qu'on est dans l'évolution aussi, puis la transformation. Donc, pour moi, c'est normal qu'on ait ces discussions-là aujourd'hui, puis qu'on essaie de voir comment le numérique fait partie de Radio-Canada, parce que ça fait partie du quotidien des utilisateurs à tous les jours. Donc, c'était juste une question de temps, selon moi. Puis moi, je suis là pour peut-être accélérer les discussions dans ce cadre-ci. Et là, donc, on en revient à cette rencontre du 29 septembre qui va se passer de 17 à 18 heures. L'idée là-dedans, le principe, je trouve ça intéressant, c'est d'ouvrir les portes pour montrer, virtuellement, on s'entend, ouvrir les portes pour montrer ce à quoi vous travaillez, vous investissez du temps dans la recherche, dans le développement de produits. Pour Radio-Canada, pourquoi faire ça? Pourquoi créer un événement comme ça? Ben, c'est un de nos gros enjeux, ça reste d'attirer du talent. Donc, on dit souvent, il y a des rôles en particulier qui sont plus cherchés que d'autres dans l'industrie. C'est le cas à Montréal, c'est le cas au Canada. Donc, on est beaucoup dans le développement de produits numériques. Donc, le poste de développeur, je pense, c'est le poste le plus recherché ou dans le top 5 depuis les 5 dernières années. Donc, on n'a pas le choix. Là, on doit aussi faire des initiatives dans ce sens-là. Mais pour moi, l'opportunité du programme Synergie, c'est vraiment de s'assurer de donner une voix à nos artisans numériques aussi. On parle pas assez souvent des projets que l'on fait, puis comment aussi ça a un impact aussi au niveau de l'auditoire canadien, francophone, on s'entend. Puis c'est une super opportunité, le programme Synergie, de justement de parler de ça, puis d'aller l'exposer à l'ensemble de la communauté. Moi, la communauté numérique est très ouverte de façon générale, donc on veut pas seulement le faire à l'interne, mais on veut le faire aussi avec tout le public. Donc, donner un aperçu là, de ce qui nous passionne, mais en même temps, ce qui risque de se retrouver aussi dans leur utilisation quotidienne de l'écosystème numérique de Radio-Canada. Donc, à la fois faire rayonner les artisans, ce qui est fait par Radio-Canada, puis de l'autre côté, intéresser des candidats qui pourraient être attirés par vos projets. Exactement. On fait des super projets à Radio-Canada, des projets uniques. Donc, les gens qui peuvent travailler sur des élections, des Jeux olympiques, on trouve pas ça à tous les jours. Ça amène son lot de défis. C'est des projets souvent ambitieux, mais il reste que c'est pas quelque chose qu'on peut faire à tous les endroits. Puis dans un contexte comme ça, ben c'est ça qu'on cherche à exposer durant la programmation de l'événement. Donc des projets que même dans l'industrie du numérique, c'est pas tout le monde qui va s'attaquer à des projets comme ça. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est tous des applications puis des produits numériques qui sont en français aussi en même temps. Et ce sont pour la plupart tous des outils qu'un jour ou l'autre, les consommateurs, oui, des services de Radio-Canada vont avoir dans les mains. Donc, il y a quelque chose de vraiment concret. Exactement. Donc, à l'agenda, il y a toute la démarche aussi technologique derrière l'application audio sur CarPlay. Donc, on va ouvrir un petit peu là, nos livres, notre jeu pour expliquer le cheminement, comment on est arrivé à avoir l'application audio sur CarPlay. Donc, ça, c'est un des sujets. On va parler aussi de notre module électoral numérique. Donc, on va être le 29 septembre prochain, on va être à quelques jours des élections provinciales aussi. Donc, on a, je pense, on peut le dire comme ça, le privilège de travailler sur un module électoral olympique. On a une équipe qui travaille là-dessus, puis on va vouloir montrer là toutes les ramifications, mais aussi peut-être toute la passion derrière le travail qui se fait comme ça. Puis ça va être une super occasion pour en parler. Puis on va même parler plus en détail de justement toute la personnalisation de nos services numériques, comment on arrive à collecter nos données, mais le faire dans le respect aussi des utilisateurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc, d'être très transparent dans la façon qu'on fait ça aussi en même temps. Puis l'objectif, encore une fois, c'est d'améliorer l'expérience, s'assurer de rester dans leur quotidien des utilisateurs tous les jours, mais le faire dans le respect aussi.
Maxime, dans les sujets, il y en a un qui m'intéresse particulièrement parce que cette semaine, je lisais un papier de Patrick White, le prof de l'université en journalisme à l'UQAM, qui disait que c'est pas vrai que l'intelligence artificielle va tout changer dans le monde des médias. Pourquoi? Parce que seuls les grands médias vont avoir des ambitions dans le domaine, en tout cas vont pouvoir réaliser leurs ambitions. Et là, il parlait de grandes agences de presse internationales, du New York Times, du Washington Post. Mais Radio-Canada, vous travaillez déjà avec l'intelligence artificielle. Je pense notamment aux infolettes, là. Ça fait partie de votre réalité. Oui, l'intelligence artificielle est déjà implantée à certains endroits dans notre écosystème numérique. Encore une fois, je pense qu'il y a eu tout le hype sur l'intelligence artificielle. Nous, on l'utilise pour la recommandation de contenu, de capter les signaux, offrir du meilleur, valoriser notre offre, aussi faire découvrir des contenus. Mais souvent, ce que je disais à l'équipe, c'est que notre défi, c'est pas nécessairement de faire entrer les gens dans une bulle puis s'assurer que l'effet de tunnel soit bien présent, mais c'est justement de faire découvrir les contenus. Donc, dans ce contexte-là, on va essayer d'avoir une approche qui est beaucoup plus ouverte. Donc, si on sent que les gens ont un biais vers ou une tendance à consommer certains contenus, mais on va se permettre de leur exposer d'autres contenus aussi en même temps, qui sont peut-être plus à 180 degrés, mais le but, c'est ça aussi, c'est de faire les choses de façon différente. Puis encore une fois, quand je parle à l'équipe de machine learning puis l'équipe de recommandation de contenu à Radio-Canada, je dis, l'engin de recommandation que vous faites, il est pas pareil comme tous les autres engins qui existent probablement dans l'écosystème qui ont une vocation plus commerciale. Donc, dans notre contexte à nous, le but, c'est vraiment de faire découvrir les contenus. Donc, la mission de la façon qu'on utilise l'intelligence artificielle va être un peu différente pour s'assurer justement, encore une fois, de respecter les utilisateurs, bien les informer de pourquoi on fait ça, mais vraiment d'offrir une bonne expérience aussi au final. C'est intéressant l'approche dont vous parlez parce que c'est à quelque part aussi le succès de TikTok et c'est d'ailleurs ce que Facebook commence à essayer de reprendre à son compte avec, si ma mémoire est bonne, là, 30% de ce qu'on nous propose maintenant qui n'a rien à voir avec ce à quoi on est abonné. Alors, c'est un peu aussi cette approche-là que vous avez pris depuis un moment, là. Oui, puis l'objectif, encore une fois, c'est que les données soient au service de l'éditorial, les données soient au service du contenu. Radio-Canada, ça reste une boîte de contenu. Donc, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ce sens-là, en ne négligeant pas le contenant, le contexte d'utilisation aussi en même temps, mais il reste que Radio-Canada, c'est du contenu. Donc, comment on arrive à l'utiliser à plein escient. Vous parliez de défi tout à l'heure. Dans le contexte de la campagne électorale, il est où, on va mettre ça dans l'actualité, il est où votre défi dans le dossier du numérique? Le défi au niveau du numérique, au niveau du contexte électoral, c'est d'arriver le 3 octobre au bon moment avec l'ensemble des solutions numériques bien prêtes, bien rodées, qu'on a pratiquées, fait au général et tout ça, parce que il y a beaucoup de travail qui se fait avec le service d'information, bien entendu. Puis on veut avoir une soirée électorale agréable, donc ça veut dire énormément de tests. On est en bonne posture, on a un système qui est bien rodé aussi. Mais ça se fait à l'échelle. Il y a quand même un volume important durant une soirée comme ça, qui va durer pas très longtemps parce qu'on va avoir il y a un pic pendant quelques minutes ou quelques heures, puis par la suite, tout redescend, mais il faut faire comme si on doit supporter le pic pendant toute la journée. Il reste que c'est un défi passionnant. Mais la date, ça reste toujours un grand enjeu parce qu'on peut pas manquer, le moment clé de la soirée. Donc, ça, c'est toujours notre défi en tout temps. Là. C'est un enjeu dans l'univers numérique où les dates peuvent fluctuer, mais là, avec une date butoir comme ça. C'est comme les Jeux olympiques. On peut pas appeler pour demander à changer la date. Donc, il faut vraiment s'assurer de la respecter. Ce qui amène un lot aussi de intéressant, une bonne pression dans les équipes pour s'assurer là qu'un effet un peu enivrant, passionnant derrière ça. Donc, on a vraiment des équipes qui sont hyper motivées. Puis, ça se ressent aussi dans le travail qu'on fait. Là. Maxime, puisque une raison d'être de l'événement du 29 septembre, c'est peut-être d'attiser les passions chez certaines personnes, certains spécialistes de venir travailler à Radio-Canada, si je vous offrais le micro pour faire un pitch en terminant, qui vous cherchez comme gens et quel type de personnes, dans quel domaine? Tous les gens qui touchent au numérique, c'est sûr que ce soit un designer, un motion designer, ça va être des développeurs. Je faisais allusion un peu plus tôt à pénurie de main-d'œuvre au niveau des développeurs, mais vraiment les artisans qui veulent s'investir, qui croient aussi aux diffuseurs publics.
puis qui pensent qu'ils sont en mesure d'apporter des choses, qui aiment défier le statu quo aussi, puis qui nous permettent d'avancer dans une direction commune. Ben ces gens-là, la porte est ouverte, c'est sûr et certain, parce que tous les profils nous intéressent dans la mesure où le numérique, comme je disais, ça fait partie de notre quotidien. Mais bien entendu, il y a des profils, développement, designer, stratège, PO, chef de produit, j'aurais dit chef de produit, mais tous ces rôles-là, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on est moins dans du plus traditionnel, soit en audio ou bien en télévision. On est vraiment dans notre écosystème numérique. D'un autre côté, c'est tous des rôles avec lesquels on recherche des gens, mais on cherche surtout des passionnés. Je pense que c'est ça le message. Évidemment, ça prend une expertise, mais il reste que quand on mélange tout ça, souvent, là, c'est la formule gagnante. Puis l'événement Synergie, c'est un événement extrêmement ouvert. Donc, c'est la 5e édition. Puis on cherche justement à communiquer cette passion-là via nos artisans. Puis faire découvrir aussi que Radio-Canada, c'est une boîte numérique. Souvent, les gens vont l'associer à une boîte de télévision, de radio, d'information, mais il y a énormément de choses aussi qui se font en numérique. C'est une belle tribune pour ça. Vous êtes un excellent ambassadeur pour le sujet. Les gens qui veulent participer à l'événement, à quel endroit ils doivent se rendre pour s'enregistrer? On a un site, donc c'est assez simple. Les gens, s'ils font la recherche de programme Synergie, à ce moment-là, Radio-Canada, c'est sur invitation, ils peuvent s'inscrire, il n'y a pas d'enjeu. C'est très facile à trouver. Programme Synergie, 29 septembre, à partir de 17h, les gens vont le trouver en ligne, c'est sûr et certain. Alors, vous le trouvez sur le site de Radio-Canada ou vous le googlez et ça sera encore plus simple. Maxime Saint-Pierre, directeur général des médias numériques de Radio-Canada, merci d'avoir pris le temps de me parler et j'espère que la prochaine fois, ça sera dans moins de 5 ans qu'on pourra se reparler. Assurément, merci. Merci beaucoup, Bruno. Salut. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'accueillais Patrick Pierrat au microphone de mon carnet pour présenter son infolettre d'actualité InfoBref. Il la lançait, là. 2 ans plus tard et 10 000 abonnés plus tard pour son infolettre, je l'accueille à nouveau, mais cette fois pour nous parler de sa nouvelle plateforme d'information, un bulletin quotidien audio pour informer ceux qui s'intéressent au monde des affaires. Patrick Pierrat, bonjour. Bonjour, Bruno. Patrick, moment important, je pense, dans l'histoire d'un média numérique. Après avoir passé le cap des 10 000 abonnés à InfoBref, l'infolettre là, qui est quotidienne, maintenant, c'est quoi? C'est le déploiement sur un deuxième niveau, c'est-à-dire qu'il y a le lancement d'une version audio de l'InfoBref? Oui, alors déploiement, c'est un terme que je te laisse, mais effectivement, on va avoir une présence sur une deuxième support, un deuxième média qui est l'audio, avec un balado quotidien qui s'appelle InfoBref Affaires. C'est donc un bulletin de nouvelles en fait, un bulletin audio qui en moins de 5 minutes résume tous les matins l'essentiel de l'actualité économique et financière, qui est disponible donc en balado sur toutes les plateformes de balado, mais aussi sur infobref.com et sur YouTube. Et donc oui, c'est un deuxième média. J'avoue que en fait, c'était prévu dès le départ dans le projet d'InfoBref qu'il y avait 2 plateformes, la principale et va rester les infolettres. C'est vraiment ce qui nous distingue. Mais maintenant, on pense que maintenant qu'on commence à avoir une certaine notoriété au niveau des infolettres, il y a des gens qui préfèrent s'informer d'une autre façon, qui préfèrent l'audio, ou alors ça rentre mieux dans leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de vie, et on veut leur offrir aussi cette possibilité-là. Cela dit, ça n'est pas, c'est-à-dire que le bulletin de nouvelles évidemment se repose sur le contenu qui est fait pour les infolettres. Ça n'est pas du nouveau contenu, en tout cas du lundi au vendredi. Par contre, on se concentre exclusivement sur l'actualité des affaires, l'actualité économique et financière, alors que par contre, les infolettres, oui, donnent une bonne place à cette information-là, mais couvrent aussi de l'actualité plus générale, notamment l'actualité politique, un petit peu l'actualité internationale et les grands événements de l'actualité générale. Avant de poursuivre sur la balado, moi, je veux revenir sur l'infolettre. Depuis les tout débuts, c'est quand même impressionnant, là, 10 000 abonnés maintenant qui consultent InfoBref. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début de cette aventure-là? Des choses que je savais déjà, mais que je me suis c'est que ça prend beaucoup de temps.
Ça prend beaucoup de temps d'une part, pour non seulement bien définir le produit, mais arriver à le polir, à trouver la formule vraiment exacte. Et puis, on continue à l'améliorer, je pense, encore tous les jours. Mais vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail au quotidien. Aussi pour produire ce contenu-là. C'est beaucoup de travail pour le faire connaître. C'est sûr que les infolettres c'est pas viral. De la même façon d'ailleurs que les balados ne sont pas vraiment viraux en eux-mêmes. C'est des contenus qu'il faut promouvoir, il faut que les gens aient l'envie de le tester, de l'essayer et de l'apprivoiser. Et souvent, une fois qu'ils l'ont essayé, là, d'un coup, ils y voient une utilité. Ce que j'ai appris aussi, je dirais que une des petites surprises, c'est l'intérêt particulier qu'on a au niveau, je pense, d'un public féminin. Que j'attendais peut-être un petit peu moins, au sens où, évidemment, moi, d'une part, je suis un homme, d'autre part, les contenus d'actualité de façon générale, traditionnellement, les médias écrits d'actualité sont sont davantage suivis par les hommes. D'autre part, les thématiques qu'on couvre particulièrement, affaires, technologie, sont plutôt identifiées à des thématiques masculines. Mais je vois qu'on a une très très bonne réponse de femmes professionnelles. Évidemment, on a beaucoup d'hommes aussi. On a encore je dirais une légère majorité d'hommes dans notre lectorat, mais beaucoup de femmes. Ça, c'était un petit peu une surprise. Mais le fait justement de découvrir avec une surprise agréable qu'il y a un lectorat féminin Absolument. qui est intéressé chez vous, est-ce que ça t'a amené à adapter la lettre? Pas particulièrement à ce public-là. On fait des petites adaptations. Alors, dans les petites adaptations qu'on fait, par exemple, parce qu'il y a quand même des gens, parce qu'on fait 2 infolettres par jour, une le matin et une à 16h, qui est plus complémentaire, qui est plus courte. Mais si les 2 vont ensemble, 2 par jour, ça fait quand même beaucoup pour des gens. Donc, il y a des gens qui sont intéressés aux 2. Il y a des gens qui s'intéressent pour lesquels une seule, c'est bien suffisant. Et donc, on a un petit peu adapté au sens où l'infolettre du soir est un petit peu plus sur des sujets un petit peu plus affaires économiques. L'infolettre du matin est un petit peu plus générale, un public un petit peu plus large. D'ailleurs, on a plus d'abonnés. La grande majorité de nos abonnés sont abonnés aux 2, mais on a quand même davantage, quand quelqu'un choisit une des 2, il s'abonne à l'infolettre du matin plutôt qu'à celle du soir, de façon générale. Donc ça fait partie des choses qu'on a adapté un petit peu, ce qui fait aussi que parfois, dans l'infolette du matin, quand on a traité un sujet assez important le soir, on va le rappeler dans l'infolette du matin pour ceux qui ne sont pas abonnés à l'infolette du soir. Ça fait partie des petites adaptations au fur et à mesure. Mais sinon, je dirais que beaucoup de l'adaptation, c'est vraiment au quotidien, dans la façon d'écrire, dans la façon de poser les choses, et je le vois en faisant le balado, parce que maintenant je reprends des textes que j'adapte un peu pour l'audio, mais bon, et en fait c'est parce qu'on fait beaucoup d'écriture avec des puces, avec des gras, avec des choses comme ça. À l'audio ça passe pas, mais la structure, le fait de la logique d'exposition des choses, le fait que les choses soient très très claires, ça c'est quelque chose, on veut absolument que même si on s'adresse davantage à un public d'entrepreneurs, de gestionnaires et de professionnels, on veut que nos contenus soient très accessibles à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on perfectionne au jour le jour. Ouais, ça, je peux te confirmer que vous avez réussi parce que c'était vraiment agréable à lire. Mais là, maintenant, je t'amène à la version balado. Donc, c'est Infobref Affaires, si je me trompe pas, c'est le nom. Absolument. Qui est ton public? C'est vraiment c'est le même public qu'on vise, mais je dirais depuis le début, mais de façon, je dirais encore un peu plus précise. Entrepreneurs, gestionnaires, professionnels. Probablement des gens peut-être un peu plus jeunes, alors pas forcément en dessous de 25 ans, mais je dirais 25-45, des gens qui consomment déjà des balados, et la plupart des balados sont des balados longs, parce que c'est la très très grande majorité, enfin long, d'une demi-heure jusqu'à 2 heures. Mais là, je pense que on peut venir s'insérer dans leur routine de façon quotidienne. Et puis c'est des gens qui peuvent avoir aussi d'autres sources d'informations, des sources d'informations plus générales. C'est ça la différence aussi du balado, c'est que nos infolettes s'adressent. Si quelqu'un lit tous les jours la presse ou le Devoir ou le Journal de Montréal et passe déjà une demi-heure, nos infolettres leur amènent moins de valeur. Alors que
même s'il consulte ces médias-là, il regarde pas forcément beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'informations d'affaires. Donc là, notre balado est beaucoup plus complémentaire de ce point de vue-là. C'est là qu'il y a vraiment une complémentarité, non seulement dans les plateformes, mais aussi un petit peu dans le produit, l'axe des produits. Alors, elle va être disponible à quel endroit si on veut aller s'abonner? Alors, elle est disponible déjà sur le site InfoBref. Pour l'instant, elle est disponible dans la section Affaires. Le balado s'appelle InfoBref Affaires. Il y a un bouton Affaires. C'est disponible en permanence. Ça sera bientôt aussi accessible sur la page d'accueil infobref.com. Cela dit, la majorité des gens auxquels on s'adresse utilisent des applications de balado. Donc, c'est déjà disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Balado et sur la plupart des applications de balado. On est en train de vérifier celles où ça n'est pas encore disponible et puis ça devrait le devenir prochainement. Et puis, on le met aussi disponible sur une nouvelle chaîne YouTube d'InfoBref, la chaîne InfoBref, évidemment en format audio, mais pour essayer, parce que je pense qu'il y a des gens qui utilisent aussi YouTube de façon régulière, ça permet peut-être une découvrabilité un petit peu différente. Et aussi parce qu'on a un épisode hebdomadaire qui est un peu différent de notre bulletin de nouvelles quotidiennes, qui est là en fin de semaine et qui, lui, va être tourné en format vidéo, sous forme d'entrevue avec 2 chroniqueurs, et là, en une dizaine de minutes au lieu de moins de 5 minutes. On reste quand même dans les formats brefs. Patrick, quand tu penses à ce projet de balado, dans ta tête, à partir de quel moment tu vas être satisfait du produit? Jamais. C'est à peu près la seule réponse honnête que je puisse te donner. Mais je ne sais pas. En termes, par contre, juste, je suis pas sûr que ce soit ta question, mais en termes d'amplitude, là, on a déjà, parce qu'on est une toute petite équipe, on a suffisamment de produits. Je pense qu'on exploite bien les contenus qu'on est capable de produire. Donc, il n'est pas question de lancer plein d'autres balados et plein d'autres infolettres. Là, je dis pas qu'il y aura pas d'autres choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure, mais on a notre produit. Maintenant, il faut le faire au jour le jour. C'est vraiment un travail quotidien de raffinement, de précision, d'éviter des erreurs, de s'assurer d'être le plus clair possible, de faire les bons choix, de répondre aussi aux attentes des usagers. On a quand même beaucoup d'usagers qui nous reviennent avec des commentaires, avec des suggestions, des sujets, et puis on essaye d'en tenir compte le plus possible. Patrick Perras, l'éditeur de InfoBref, éditeur aussi du nouveau podcast InfoBref Affaires. Félicitations et puis merde pour la suite. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Salut, Patrick. Tour de mes collègues maintenant et on commence avec Thierry Weber avec qui on revient sur cette vague d'histoires de piratage qui touche les services comme TikTok, Uber et compagnie depuis quelque temps. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. TikTok, GTA 6 et même Uber, les piratages informatiques vont bon train ces derniers temps. Mais que faut-il en penser? Mais surtout, faut-il tout croire en matière de piratage? Commençons par le célèbre réseau social chinois TikTok. Plusieurs sources et médias ont relayé l'information à son propos. Tout est parti d'un message inquiétant sur le site Breach Forums le 3 septembre dernier. Un groupe de pirates connus sous les noms Blue Hornet et Against the West a en effet posté une énorme base de données de 790 gigas, présentée comme le résultat du piratage de la base de données et du code source de TikTok, ainsi que de la messagerie chinoise WeChat. Un peu plus tôt, le groupe avait annoncé le piratage massif sur Twitter. Dans un tweet, les pirates lancent, ouvrez les guillemets, qui aurait pu imaginer que TikTok aurait décidé de stocker l'ensemble de leur code source back-end sur une seule instance à l'Alibaba Cloud, en le protégeant avec un mot de passe pourri. Fin de citation. En croire de Hacker News, les experts en sécurité indépendants sont encore en train d'évaluer les données prétendument piratées de TikTok. Un piratage d'ailleurs qui pourrait menacer les 2,05 milliards d'utilisateurs de l'application et ébranler la confiance des annonceurs envers le sérieux concurrent d'Instagram. C'est au tour d'Uber maintenant, l'entreprise Uber victime d'un piratage. Faut-il s'inquiéter d'une fuite possible de données?
de nos données d'ailleurs. L'entreprise Uber a été la cible d'un piratage ces derniers jours. La start-up américaine assure que les données des clients ne sont pas impactées. Les services de l'entreprise sont toujours fonctionnels. L'enquête interne se poursuit. Uber, victime d'un nouveau piratage, la firme de San Francisco avait informé le public d'un incident de cybersécurité le 15 septembre dernier et disait être en contact avec les forces de l'ordre après ce qui semblait être une attaque informatique. Selon Uber, ce sont des messages internes de la messagerie Slack d'Uber qui auraient été téléchargés. Plus inquiétant, des informations sur un outil interne utilisé par le service financier du groupe pour, je cite, gérer certaines factures, fermez les guillemets, qui seraient compromises. Le pirate a également pu accéder au tableau de bord HackerOne, une plateforme interne de gestion des bugs et des vulnérabilités d'Uber. Cependant, tous les rapports de bugs auxquels l'attaquant a pu accéder ont été corrigés, affirme l'entreprise américaine. Les données des utilisateurs des applications du groupe ne seraient pas compromises. Les informations sensibles des utilisateurs comme les numéros de carte de crédit, les informations sur les comptes bancaires des utilisateurs ou l'historique des voyages ne seraient pas impactées. Par ailleurs, les données relatives aux cartes de crédit et les données de santé personnelle seraient chiffrées, rendant toute utilisation impossible. Selon les premières conclusions de la start-up, c'est le groupe de hackers Lapsus qui serait derrière le piratage de la semaine dernière. Ce groupe utilise généralement des techniques similaires pour cibler les entreprises technologiques. Rien qu'en 2022, il a violé Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia et Okta, entre autres, explique Uber dans son communiqué. Alors, quid alors de GTA 6 ? Rockstar Games, l'éditeur de ce célèbre jeu vidéo, Grand Theft Auto, le 6e du nom, a reconnu lundi que des vidéos de la prochaine version de GTA 6 en cours de développement ont en effet été piratées et mises en ligne ce week-end. Nous avons récemment subi une intrusion informatique pendant laquelle un tiers non autorisé a illégalement accédé à des informations confidentielles sur nos systèmes et les a téléchargées, y compris des images du prochain GTA 6, a tweeté le studio. À ce stade, nous n'anticipons pas de perturbations sur nos services du jeu en direct, a précisé Rockstar. Notre travail continue comme prévu. L'identité du pirate et son lien avec le piratage de Uber la semaine dernière n'ont pas été établis. Le leader mondial de la réservation de voitures avec chauffeur a fait état jeudi soir d'un incident de cybersécurité. Nous n'avons aucune preuve que l'incident a compromis des données sensibles des utilisateurs, a précisé la plateforme vendredi, ajoutant que tous ses services et son application mobile étaient opérationnels. Selon le New York Times et des experts en cybersécurité, un hacker qui dit avoir 18 ans aurait obtenu des codes d'accès au réseau interne d'Uber en se faisant passer pour un membre de l'équipe technique auprès d'un employé. Mais alors, à qui profitent ces crimes ? Très bonne question. Et faites-moi signe si vous avez la réponse. Je suis très curieux. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Cette semaine, vous me direz qu'il n'y a pas de hasard, Stéphane Ricoul nous parle de la nouvelle loi 25 qui concerne la gestion des données au Québec. Une loi qui touche tout autant le secteur privé que le secteur public et même les organismes communautaires. Alors, vous devriez bien écouter parce que cette nouvelle loi, elle entre officiellement en vigueur aujourd'hui. 23 septembre 2022, la loi 25 impose désormais aux organismes et entreprises qui gèrent des données à publier des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels. Et pour ceux qui recueillent ces renseignements personnels par un moyen technologique, à publier et diffuser une politique de confidentialité. C'est exactement 4 ans, 4 mois, moins de jours après l'application du RGPD en Europe. Ce doit être dû certainement au décalage horaire.
Je ne repasserai pas au travers de cette loi, puisque nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Mais en gros, en tant qu'organisation, vous devez définir les rôles et responsabilités de la personne ayant la plus haute autorité qui sera responsable vis-à-vis des exigences de la loi et informer les personnes concernées en cas d'incident de confidentialité qui pourrait leur causer un préjudice sérieux. Donc, mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Le reste viendra en 2023 et sera obligatoire. Et pourquoi de telles lois existent? Tout simplement parce que la transformation des activités et des comportements en ligne des citoyens, incluant les citoyens corporatifs, grâce aux mécanismes automatisés de collecte, de transformation et de valorisation des données que vous connaissez par cœur, a été pensée par des acteurs privés comme contrepartie à la gratuité apparente des services qu'ils offraient et continuent d'offrir. On le voit, si l'accouchement de la loi 25 fut long et pénible, parce que je le rappelle, ça a été proposé pour la première fois le 12 juin 2020 sous le nom de projet de loi 64, son importance est cruciale. Et si le Québec a pris les devants en la matière, sachez que le fédéral travaille fort présentement sur le projet de loi C27, édictant 3 lois à la fois. 1. La loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, afin de régir la protection des renseignements personnels des individus tout en tenant compte du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer de tels renseignements dans le cadre d'activités commerciales. 2. La loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et des données pour entendre les appels interjetés à l'encontre de certaines décisions rendues par le commissaire à la protection de la vie privée au titre de la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et pour infliger des pénalités relatives à la contravention de certaines dispositions de cette dernière loi. Et enfin 3, la loi sur l'intelligence artificielle et les données pour réglementer les échanges et le commerce internationaux et interprovinciaux en matière de systèmes d'intelligence artificielle et exiger que certaines personnes adoptent des mesures pour atténuer les risques de préjudice et de résultats biaisés liés aux systèmes d'intelligence artificielle à incidence élevée. C'est quand même pas pire comme ampleur de projet. J'en profite d'ailleurs pour dire un grand merci à mon ami Alain Lavoie de LexRock AI de m'avoir mis sur cette piste. Ça s'en vient, Stéphane, m'a-t-il dit, et il a raison. Le préambule à ce projet de loi commence par « attendu qu'il est nécessaire de moderniser le cadre législatif canadien afin qu'il soit adapté à l'ère numérique ». Tout est là selon moi. C'est du bonbon à mes oreilles, ça fait du bien de lire ça. Et c'est pas fini puisqu'on y retrouve aussi des attendu que la confiance dans l'économie axée sur le numérique et les données est cruciale pour la croissance de cette économie et pour le Canada et pour que le Canada, soit plus inclusif et prospère, ou des attendu que des organisations de toute taille évoluent dans l'économie axée sur le numérique et les données et qu'un cadre réglementaire flexible est nécessaire pour les aider à respecter les règles et favoriser l'innovation en leur sein, et que ce beau préambule se conclut par un attendu que la présente loi vise à soutenir les efforts du gouvernement du Canada pour favoriser un environnement permettant aux Canadiens de saisir les avantages de l'économie axée sur le numérique et les données. Tout ça est pour moi très encourageant et je pense qu'on peut collectivement en convenir. Alors, entre le RGPD européen, la loi 25 québécoise et le projet de loi C27 canadien, ça commence à faire beaucoup de choses sur lesquelles nos entreprises vont devoir se mettre en conformité. Et comme pour le RGPD d'ailleurs, toute organisation basée à l'extérieur de la province du Québec, pour tout utilisateur de ces produits ou services au Québec, devra aussi adresser. Et c'est sans compter que les États-Unis vont s'y mettre aussi. Pour l'instant, de ce côté de la frontière, c'est pas mal ultra fragmenté. Et chaque État y allant de sa propre loi sur la protection de la donnée. Mais j'imagine bien qu'à un moment donné, tout ça va devenir un peu plus global. D'ailleurs, la grogne commence sérieusement à se faire sentir aux États-Unis à propos du manque de transparence face aux accès aux données personnelles, ou encore vis-à-vis de la baisse de confiance envers les entreprises en ce qui concerne leur capacité à assurer la sécurité des informations personnelles. Bref, cher département du marketing, sachez que ceux qui feront du respect de la vie privée de leurs clients une priorité bénéficieront d'un solide avantage concurrentiel. Voyez ça comme une belle opportunité. Dans la réalité, le paysage réglementaire continue d'évoluer dans le monde entier. L'Inde, la Chine, le Brésil, Singapour et l'Australie, entre autres, élaborent de nouvelles lois sur la protection de la vie privée. Selon Gartner,
D'ici à 2023, soit l'année prochaine, 65% de la population mondiale sera couverte par des lois sur la confidentialité des données, contre 10% en 2020, il y a seulement 2 ans. Pour eux, le monde a atteint un seuil où la base de référence européenne pour le traitement des informations personnelles est désormais la norme mondiale de facto. Décidément, l'Union européenne fait bien des émules en ce moment. Après le copier-coller du Digital Services Act par la Maison-Blanche, le monde est en train de copier-coller le RGPD. Et c'est pas plus mal comme ça, car la donnée personnelle, elle non plus ne connaît pas de frontières. Les entreprises les transfèrent constamment à l'international lorsqu'elles consolident par exemple des centres de données ou déplacent leurs services de messagerie vers un environnement cloud ou, moins bien, mais encore externalisent des opérations informatiques vers un pays à bas salaire. Donc, conserver les données personnelles à distance, ok, ça semble être une tendance qui est là pour durer, mais s'il vous plaît, faites-le sous contrôle dans ce cas. C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de Persona. Exact, je parle de Persona. On en utilise beaucoup dans le domaine du UX. On devrait en utiliser beaucoup dans tout ce qui sont les projets numériques parce que c'est à eux qu'on s'adresse. Les personas, c'est des représentations un peu génériques des clients qui on peut pas avoir. Bon, on peut aussi à travers les statistiques, ça c'est un autre volet, mais d'examiner un peu à qui on parle, à qui on s'adresse, à qui on vend. Les personas sont des espèces de représentations qu'on va utiliser pour se donner une bonne idée de qui sont à peu près nos utilisateurs, à qui on s'adresse. Les startups le font aussi parce qu'ils n'ont pas encore de statistiques, donc ils vont dessiner des personas, ils vont se dire, OK, on s'adresse à José, 39 ans, qui est une professionnelle sans enfants, etc. Et c'est elle qu'on vise avec notre app, etc. Ben, dans ces personas-là, on vise toujours l'évidence, comme le persona que je viens de décrire là. On oublie trop souvent aussi d'y insérer des personas avec des handicaps ou avec des challenges, si on peut dire. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui avec Nathalie Piquant, qui va être à Paris Web du 6 au 8 octobre. Elle donne une conférence. J'y serai aussi pour l'écouter. Elle est experte en R&D chez Orange depuis 12 ans. Elle est formatrice également. Et chercheuse ou chercheur en accessibilité à l'INSERM en France. Et donc, elle a conçu 12 personas dont elle nous parle dans l'entrevue qui amènent les gens à l'interne chez Orange à les utiliser dans leurs projets. Donc, c'est souvent le cas aussi quand on est avec des clients, on a à peu près le temps d'en faire 3, 4, 5. Et c'est à peu près ça qui, en général, doit représenter un client. Mais on oublie qu'on pourrait, qu'une de ces personnes-là pourrait être en chaise roulante, pourrait être aveugle, pourrait avoir pourrait être daltonienne, etc., daltonien. Et donc, ces handicaps-là, il les décrit dans ces personas. J'espère qu'à un moment donné, ils vont devenir publics. Pour l'instant, ils sont à l'interne chez Orange, mais à un moment donné, je pense qu'elle a sous-entendu qu'ils seraient disponibles pour tout le monde. Ce serait vraiment intéressant parce qu'elle décrit vraiment en profondeur les différents handicaps et les impacts que ça a sur l'expérience utilisateur. Oui, puis c'est une information qui est importante quand on veut être inclusif là, lorsqu'on développe quelque chose. C'est pas juste ça. En plus, il faut considérer que c'est beaucoup d'argent. Si on veut le voir dans cette optique-là pour quelqu'un qui est dans le commerce, qui dirait, oui, mais pourquoi je mettrais un aveugle? Pourquoi je mettrais quelqu'un dans une chaise roulante? Ben, parce que quelqu'un qui est en situation de contrainte comme ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui travaille pas, puis ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui a pas d'argent. Et donc, il faut les considérer. Et en se donnant ces contraintes-là, ben, on rouvre la porte à des marchés qui sont encore plus grands. Jean-François, tu as bien mis la table. On va écouter l'entrevue et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye. À la base, moi, effectivement, j'ai défini un set de personas qui comprend 12 personas en situation contrainte. En fait, l'idée, c'était de représenter un peu tous les types de handicap numériques. Donc moi, je travaille sur l'accessibilité numérique et donc pour avoir travaillé avec des experts en accessibilité, moi-même étant ergonome, j'avais envie de proposer donc chez Orange à nos chefs de projet un set de personas. Alors bien sûr, l'idée c'est pas qu'ils intègrent les 12 personas que j'ai créés, mais qu'ils puissent quand ils créent un nouveau produit, une nouvelle application, un nouveau site, qu'ils puissent intégrer dans leur jeu de persona au moins une personne en situation contrainte, bien sûr, qui est impactée par le projet.
Et si tu veux, donc j'ai essayé de faire un tour des différents types de contraintes. Donc, il peut y avoir des contraintes visuelles. Donc, j'ai un persona Angélique qui est aveugle. J'ai un persona qui est Marvin, malvoyant. J'ai aussi après traité la dyslexie. Donc, j'ai Diane qui est dyslexique. J'ai traité également la surdité. Donc, j'ai une personne, Simon, qui est sourd. J'ai une personne aussi qui est Mehdi, qui est malentendant. Et en fait, j'ai fait un peu le tour comme ça des différents types de déficiences qui pouvaient mettre les personnes en situation contrainte quand elles travaillent avec du numérique. Donc j'ai aussi une personne qui est autiste, j'ai aussi une personne qui est trisomique, j'ai aussi traité la problématique des seniors avec une jeune senior qui a 70 ans. Alors elle est très active, elle n'a pas de soucis vraiment de déficience, à part peut-être un début de cataracte, mais surtout elle, sa problématique c'est l'électronisme, c'est-à-dire qu'elle n'y connaît rien en informatique. Donc ça aussi, ça peut être une situation contrainte quand de nos jours il faut utiliser le numérique partout. Et puis j'ai un deuxième senior qui lui est plus âgé, Stanley, il a 80 ans je crois, et qui lui par contre n'a pas de problème avec le numérique parce que c'est un ancien ingénieur télécom, mais par contre il peut avoir des soucis à la fois de tremblement, à la fois de mémorisation. En fait, au travers de ces personnes-là, oui, j'ai aussi une personne qui est étrangère. J'ai un étudiant chinois qui connaît pas la langue française en l'occurrence. Il se trouve qu'il est daltonien aussi, mais c'est pas son premier handicap, c'est surtout qu'il connaît pas la langue, et ça peut aussi mettre en situation contrainte. Et avec le numérique. Et enfin, j'ai un dernier persona qui est aussi intéressant. C'est quelqu'un qui n'a pas de déficience du tout, mais qui vient d'avoir un accident de vélo, qui se retrouve hospitalisé avec une fracture du bassin. Et lui, son handicap, il est technique. C'est-à-dire qu'en fait, il va devoir rester pendant plusieurs semaines allongé. Il n'a même pas le droit de se lever. Et donc, il ne peut accéder à ces applications que via un petit smartphone, donc un petit écran. Et donc là, j'essaie de traiter la problématique des techniques. Puis j'ai dû oublier dans toute ma série, j'ai aussi quelqu'un qui est atteint de TMS. Et donc là, je traite les problèmes d'utilisation d'une souris, par exemple. Voilà. En fait, j'ai essayé de créer ce set pour balayer un peu l'ensemble des problématiques, des situations de handicap quand on travaille avec un ordinateur, ou un smartphone, ou une tablette, ou voilà. Et donc ça c'était super important. Et donc il se trouve que chez Orange, puis avec les nouvelles lois, la législation, il faut qu'on développe aujourd'hui des applications et des sites qui soient accessibles à tous, à nos salariés mais également à nos clients. Et donc souvent on se retrouve avec des équipes projets qui n'y connaissent rien au handicap. Pour eux c'est des choses qui leur font très peur. Et donc mon idée c'était de créer des personas, une série de personas. Ils sont pas obligés ils peuvent en intégrer ne serait-ce qu'un persona. Déjà, ça fait rentrer la problématique du handicap dans le projet. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un regard un peu différent parce qu'on va pouvoir se dire, dans ma cible, j'ai aussi des personnes qui peuvent être en situation contrainte. Et rien que le fait d'en intégrer un, ça suffit déjà à ouvrir un peu les chakras, à être un peu moins avec des ornières et penser un peu au design for all. Voilà. Et ce que j'ai surtout voulu faire, c'est que ce set de personnages, ce soit pas quelque chose qui fasse peur. En fait, mes 12 personnages, ce que j'ai voulu, c'est créer de l'empathie. Et donc, à chaque fois, j'ai présenté et j'ai voulu aussi dire que ces personnes en situation de handicap, c'est pas parce que Angélique est aveugle, que Diane est dyslexique, que Simon est sourd, qui n'ont pas une vie. C'est des gens qui ont une vie de famille, qui peuvent avoir des enfants, qui ont des passions, et ça c'était super important pour moi. Et d'ailleurs, j'ai vraiment, quand on lit mes personas, en fait, on rencontre des personnes qui sont des personnes de la vie de tous les jours, sauf qu'effectivement, elles ont une contrainte. Et ça, c'était prioritaire pour moi parce que j'ai déjà vu des sets de personnages dans le domaine du handicap, mais avec ne serait-ce que dans le choix de la photo, des photos qui peuvent faire peur, des choses comme ça. Et moi, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire rentrer ces gens dans notre cible, parce qu'ils sont dans notre cible, mais sans que ce soit quelque chose de négatif ou quelque chose où on voit tout de suite les difficultés et tout ça. Oui, parce que ça peut être des gens qu'on croise dans la rue, on ne sait pas qu'ils ont un handicap de surdité ou autre. Effectivement. Voilà.
Et après, ce que j'ai voulu faire, alors à la base, ce set, je l'ai créé pour effectivement des développeurs, des ergonomes, des designers. Mais en fait, je me suis rendu compte en discutant avec des managers, avec des personnes des ressources humaines, avec des préventeurs, que en fait, ils étaient aussi confrontés à la problématique du handicap parce que si demain je dois recruter une personne en situation de handicap dans mon équipe, et souvent les gens ils disent oh là là, mais je ne connais pas. Et donc j'ai essayé de raconter à chaque fois une histoire. Et l'idée c'est que si demain, mais même moi salarié, si demain j'ai une personne sourde qui arrive dans mon équipe, je me dis oh là là, mais j'ai jamais rencontré, je sais pas comment je vais faire. En allant lire le personnage, et bien au travers de sa bibliographie, au travers des frustrations, au travers aussi ses loisirs et tout ça, ça va permettre de dire finalement c'est quelqu'un comme tout le monde, sauf qu'effectivement il est sourd. Et donc voilà. Et le site que j'ai créé, en fait, c'est un site un peu à la Wikipédia. C'est-à-dire que c'est un truc pédagogique avec des petits tiroirs. Donc, par exemple, quand tu vas voir, je reparle d'Angélique qui est aveugle, à un moment donné, on va te dire qu'Angélique, elle utilise une canne blanche. Et si tu cliques sur canne blanche, tu vas apprendre qu'il existe aussi des cannes jaunes. Et les cannes jaunes, c'est pour différencier les personnes malvoyantes des personnes aveugles. Et donc, j'ai essayé comme ça pour que on aille au-delà de simplement la situation de handicap vis-à-vis du numérique. Donc, j'essaie de raconter une histoire, de montrer que ce sont effectivement des gens comme nous, qu'on croise tous les jours dans la vie courante, et surtout, qu'ils ont une vie. Et puis, quelquefois, cette vie, elle peut être bloquée pour des petites histoires d'obstacles de situation handicapante avec le numérique. Et donc, quelqu'un qui a construit ses personas avec l'aide de son client, etc., peut aller sur le guide que tu proposes et dire, je vais faire du troisième persona quelqu'un d'aveugle. Parce que, pourquoi pas? Parce que je pense qu'on doit aller là, on doit se permettre de faire ça, parce que le persona dans une grande organisation comme chez Orange ou ailleurs, à un moment donné, il y en a un de ceux-là peut très bien avoir un de ces handicaps-là dont tu parles, une de ces contraintes-là dont tu parles, il peut être, oui, quelqu'un qui achète des vêtements, etc., mais il est effectivement aveugle, donc il faut en prendre compte. Oui, c'est d'autant plus important que aujourd'hui il y a au moins une personne sur 6 qui est en situation de handicap. Donc ça veut dire que dans un projet où effectivement j'ai décidé de m'appuyer sur des personas. Alors après c'est pas panacée, hein. L'idée c'est ça va pas empêcher, hein. C'est aussi important, c'est que mes personas vont pas résoudre tous les problèmes et les personas ne résolvent pas tous les problèmes. Hein. Ça va pas. Hein. Et il faut pas utiliser les personas en disant ok, ça sera plus simple que des tests utilisateurs. Moi, c'est plus en amont quand je suis dans la réflexion. Et en disant qu'aujourd'hui, une personne sur 6 est en situation de handicap, ça veut dire que si j'ai un projet et que j'avais décidé d'intégrer 6 personas, j'en intègre. Je peux très bien en dire, le 6e, ce sera un persona en situation contrainte. Et là, je le choisis en fonction de mon projet, en fonction de, si c'est une application, si c'est un site web, si c'est une application mobile, ou celui qui est peut-être plus dans ma cible de cette application, je vais choisir, ne serait-ce qu'un, en fait, c'est ça l'idée. Pour ouvrir un peu le champ des possibles. Et 1 sur 6, c'est pour ceux qui pensent juste en termes d'argent, c'est un gros facteur d'argent. Ces gens-là dépensent. C'est pas des gens qui sont au crochet de la société, c'est des gens productifs qui ont des portefeuilles et qui peuvent acheter nos produits, comme chez Orange, par exemple. Oui. Justement, on parle, d'ailleurs chez Orange, on parle notamment même des seniors. Les seniors, c'est une cible qui est, il faut pas se voiler la face, hein, derrière l'intégration, outre le côté intégrer design for all, de faire du design pour tous. Il y a aussi le fait que ce sont aussi des clients et des clients que si nous on les met en marge, effectivement, ça sera peut-être la concurrence qui va venir nous les chercher parce que si on n'est pas capable nous de fournir des services accessibles, ils iront ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un côté business, ça il faut pas se le cacher. Ça c'est très clair. Je pense qu'il faut penser comme ça pour encourager les gens au niveau de la gestion des grandes organisations à y penser. Il y a de l'argent pour vous là, allez vers ça, mais il faut y penser dès le début des projets. C'est ce qui est intéressant avec tes personas. Et ça fonctionne bien chez Orange, les gens intègrent dans leur persona de base les fiches que tu proposes? Alors, en fait, jusque-là, alors oui, ils sont demandeurs. Alors pour l'instant, en fait, le souci que j'ai aujourd'hui, donc là, le set, il est terminé depuis le printemps.
Le problème, c'est qu'on doit alors il y a déjà des gens qui l'utilisent parce qu'on leur a donné un accès un peu privé entre guillemets. Mais en fait, notre idée à nous, c'est pour l'instant, il n'est pas encore sur ce que nous on a un site qui s'appelle Design et qui est vraiment la bible où les gens, où justement les chefs de projet vont chercher tous leurs outils. Et actuellement, il n'est pas encore mis là parce qu'en fait, c'est sur le site Design, il faut avant tout que la publication soit en anglais. Alors actuellement, mon set, il est en français, donc il est en cours de traduction, mais voilà, ça prend du temps puisqu'il y a quand même de la matière. Mais en tout cas, voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas une adresse qui soit accessible de l'extérieur. On est en train justement avec Stéphane Deschamps de pousser les choses, mais voilà, on n'est pas sûr finalement parce qu'il y a eu tout l'été. Là, on était bien parti, puis il y a eu tout l'été et ça nous a retardé dans notre dans la mise en ligne. Mais en tout cas, si ce n'est pas pour la conférence, ça le sera très prochainement parce que il y a une vraie demande. Et puis moi en interne, outre effectivement effectivement, il y a des gens, il y a les experts en accessibilité qui attendent bien sûr le site. Il y a certains chefs de projet auxquels j'ai présenté effectivement des ergonomes qui sont en attente. Et puis maintenant, je suis aussi poussée par les RH, les managers. Donc j'ai bon espoir que les choses se débloquent parce que comme il y a une vraie demande en interne en tout cas, voilà. C'est encourageant. C'est très encourageant. Nathalie, on se voit donc le 6 octobre à 9h20, salle Capella à Paris Web. Je serai là en personne moi-même. Avec plaisir, je vais venir assister à ta conférence. Merci vraiment beaucoup pour cette entrevue. Eh bien, merci à toi. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.